Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette vidéo depuis la ville de Sao Paulo. Aujourd'hui il fait gris. Je voulais aussi m'excuser d'avance, je ne me rase plus depuis une semaine, je subis un traitement dermatologique et on m'a déconseillé de me raser. D'où mon aspect aujourd'hui différent de l'aspect habituel. Bon, je voudrais vous parler aujourd'hui un peu de l'actualité au Brésil, parce que on sature un peu du corona. Il y a des grands incendies dans une région qu'on appelle le Pantanal, qui est une espèce d'énorme réserve de biodiversité, engloutie, puisque c'est une espèce de marécage énorme, traversé par plusieurs rivières, notamment des rivières souterraines, et qui se matérialisent par des points d'eau qui irriguent, alimentent des immenses zones inondées. Le Pantanal brûle, c'est ce qu'on voit à la télévision avec des images très fortes de onces, c'est-à-dire des félins, je pense, en français ce serait des léopards, des jaguars plutôt, en feu, enfin bon, c'est des choses assez impactantes, et on nous resserre comme d'habitude le même motif, la même comptine, il faut détester Bolsonaro, il faut détester la droite brésilienne. Ce sont des gens qui sont en train de brûler les dernières réserves de biodiversité. Il y a un an, on nous a fait le coup avec l'Amazonie qui brûlait, là on nous refait le coup avec le Pantanal. Et entre les deux, il y a le Covid, et le Brésil, bien entendu, fait partie des méchants, des États qui ont soi-disant mal géré l'épidémie, n'ont pas voulu confiner, ont osé utiliser l'hydroxychloroquine, je ne sais plus comment on dit. Voilà, donc il y a voilà l'ambiance un peu de l'époque. Alors comme d'habitude, quand on veut nous émouvoir, eh bien, on nous empêche de réfléchir. Personne ne nous dit si le Pantanal brûle souvent. Moi, je sais qu'il brûle souvent. Après, il faut vérifier le nombre d'hectares brûlés, tout ça. C'est ce qui n'est pas fait aujourd'hui, parce qu'on demande juste de nous émouvoir et de pleurer les animaux brûlés. C'est vrai que ça fait mal au cœur, mais il faut quand même réfléchir, voir d'où ça vient, sur la longue durée. On ne nous explique pas si c'est un phénomène climatique, El Niño, la Niña. On ne nous dit pas si les Brésiliens luttent efficacement, c'est-à-dire si les pompiers luttent efficacement contre les feux, ou est-ce qu'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, pour quelles raisons? Est-ce à cause de coupures budgétaires? Il faut savoir que le Brésil est en méga crise économique depuis 2015. Le gouvernement de Mme Dilma de gauche a laissé le Brésil en ruine, exsangue, en faillite, je pèse mes mots. Et donc peut-être que les pompiers n'ont pas les équipements qu'il faut parce qu'il n'y a plus d'argent. Les budgets ont été coupés. On ne nous dit pas qui s'occupe du Pantanal d'un point de vue administratif. Le Brésil est un pays fédéral, c'est l'Union, c'est une union, c'est une fédération qui unit plusieurs États, et le Pantanal dépend de l'État du Mato Grosso, qui est un État avec sa capitale, son gouverneur, sa propre police, son propre ministère de l'Agriculture, son propre ministère de l'Environnement, et autres. Voilà. Il y a bien sûr un millefeuille administratif, le Brésil est un pays extrêmement bureaucratique, il y a le millefeuille, il y a les organismes, les organes de l'État, il y a ceux de la municipalité, et une municipalité au Brésil, ça peut être aussi grand qu'une région comme l'Aquitaine, et il y a le niveau fédéral avec des organismes de contrôle et de préservation de certaines réserves, comme le IBAMA par exemple, entre autres. Je n'entrerai pas dans les détails. Tout cela, on ne nous l'explique pas. On nous dit ça brûle, c'est les méchants qui brûlent. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui fait quoi. D'ailleurs, s'agit-il d'incendies volontaires, criminels, ou de faits de la nature, de décharges, je sais pas moi, de tonnerre ou autres, d'incendies spontanés. Si ce sont des incendies criminels, qui le fait? À qui ça profite? C'est-à-dire que, comme en Amazonie, ceux qui brûlent l'Amazonie sont connus, c'est le crime organisé. On ne nous dit jamais ça. Parce que moi, si je vais demain mettre le feu dans un hectare d'Amazonie, mon espérance de vie est de 5 minutes. Tout a été divisé, tout est, comme on dit, il n'y a plus un lopin de terre qui n'a pas un mètre. Voilà, chaque endroit a été coopté, comme on dit, a été pris en charge par une mafia qui gère les activités criminelles. Même les terrains de l'État, même les forêts de l'État, elles sont de plus en plus sous emprise
de mafia qui intimident, qui terrorisent. Ça veut dire des gens décapités, des voitures brûlées, des policiers intimidés, des villes qui vivent sans un professeur ou sans médecin pendant longtemps parce qu'on va intimider. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire des gens des enfants qui n'ont plus de transport scolaire parce que leurs parents ont osé dire non à la mafia, vous ne pouvez pas déboiser ici. Le transport scolaire, il est interdit. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle la punition collective. Donc tout ça fait que ce produit, on n'en parle jamais. Donc toute l'Amazonie, elle a été divisée, gangrénée par des forces occultes qui font de l'argent en coupant les arbres. Alors il y a tout un business derrière, hein, en fait, et ils font de l'argent, surtout ils lavent l'argent, parce que l'argent de la cocaïne, il faut bien qu'il soit lavé pour qu'il rentre dans le circuit formel. Et la combine trouvée, une des combines, il y en a plusieurs, c'est de dévaster l'Amazonie avec des tracteurs, des caterpillars énormes qui font du grand n'importe quoi. Hein. Ils arrachent les racines, enfin bon. C'est réellement un acte de guerre fait au vu et au su des autorités. Il y a les satellites, les drones, il y a les avions, mais les autorités municipales sont trop faibles pour réagir face à la mafia. Voilà. Une fois que ça a été dévasté, on plante des graminées, enfin des herbes pour le bétail, puis on met le bétail. Ça prend quelques années, hein, 3, 4 ans, 5 ans, et quand le bétail est prêt à être sacrifié, ben le bétail, il marche. Il n'y a pas besoin de route, hein, le bétail marche tout seul, hein, pas besoin de transport. Il marche vers les abattoirs, et là il devient des dollars et des euros et des réals. C'est-à-dire que la viande a un prix, on a des factures délivrées par l'abattoir, et là l'argent de la cocaïne a été lavé. On perd, bien sûr, on perd peut-être 20, 25, 30, 50%, mais c'est les taux c'est comme ça, hein, on lave jamais l'argent sans perte en ligne, mais la mafia a trouvé ce moyen-là. C'est ça qui alimente la grande dévastation de l'Amazonie. Évidemment, il y a un peu de complexe agro-industriel brésilien, l'agro-business comme on dit ici. Évidemment, il n'a pas les mains propres partout. Évidemment, il y a des gens pas très malins qui ont dévasté, c'est moins vrai maintenant, ont dévasté des grands pans de forêt pour faire du bétail. Je dis pas très malin parce qu'ils sont pas très productifs, parce que la terre de l'Amazonie n'est pas fertile. Quand vous enlevez la forêt, vous mettez le bétail, vous en avez pour 1, 2, 3 ans. Après, l'herbe devient pauvre en termes nutritifs. Je suis pas agriculteur, donc je vous parle de ça avec mes mots. Et vous allez ailleurs. Je dis que ça se faisait dans le passé, moins maintenant, parce qu'il y a une loi maintenant qui est appliquée, qui est la loi de la conservation, ça s'appelle le Código Florestal, le code forestier, où il y a ce qu'on appelle la conservation, la área legal de conservation, une aire légale de conservation. En gros, vous oblige à conserver 80% de la forêt. Vous avez acheté 1000 hectares de forêt en Amazonie, dans le Pará ou l'Amazonas ou ailleurs, eh bien vous devez conserver 80%, 800 hectares. Alors quand c'est un type comme moi, comme vous et moi, qui achète un terrain, croyez-moi que l'État arrive pour vérifier s'il a coupé un arbre, et pour vérifier qu'il a bien les 800 hectares minimum conservés. Quand c'est un type qui est mafieux, qui se balade avec une milice privée autour de lui, ben, évidemment l'État se ramène pas, c'est toujours pareil. Quand l'État est intimidé et démantelé et désarmé moralement, quand la justice ne fait pas son travail et libère les mafieux parce qu'elle croit dans la réinsertion, ben ça donne ça, c'est ça. C'est 2 poids 2 mesures. Les gens bien, en guillemets, ben, on leur applique la loi, et les méchants, les malveillants, les mafieux, on leur applique une autre loi, beaucoup plus flexible. Bon, donc c'est ça les vraies questions. Ça, les vraies questions. C'est la question de l'emprise de la mafia sur l'Amazonie brésilienne, éventuellement sur le Pantanal, il faut regarder. C'est les questions de réarmer l'État brésilien. Réarmer l'État brésilien pour qu'il applique la loi, parce que les lois sont bonnes, elles ne sont juste pas appliquées. Il ne faut pas appliquer aux personnes qui déboisent de plus. Malheureusement, ces questions-là ne sont pas de gauche. Voilà. Donc elles ne sont pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça la réalité. Il y a une autre question de fond, mais elle aussi n'est pas de gauche, parce que malheureusement c'est une question pour les comptables et les notaires. C'est pas très sexy, hein, c'est pas comme le carnaval ou les droits de l'homme, où là on fait sabler champagne, quoi. C'est une question pourtant qui est fondamentale, c'est la question de la conservation foncière.
Il faut savoir, ça c'est incompréhensible pour un Français, c'est normal, que la plupart des terres au Brésil n'ont pas de titre. Le pays étant un continent, il y a, je sais pas, il y a n'importe quoi, mais peut-être 20-25% des terrains qui sont encore des terrains d'État sans être d'État. C'est-à-dire que ce sont des terrains qui sont là, l'État n'a pas dit qu'ils sont à lui, l'État n'a pas de titre de propriété, mais ces terrains sont occupés. Il y a des gens, il y a des tribus indiennes, il y a des fermiers, il y a des communautés de pêcheurs, il y a des gens qui sont installés. Eh bien, ces gens-là ont le droit d'aller chez le notaire et de faire un titre de propriété. Et là, l'État, il dit, ok, c'est bon, ces terrains sont à vous. De toute façon, l'État brésilien, tenez-vous bien, n'a pas encore terminé de faire sa base de données foncière. C'est très grave. En 2020, l'État brésilien ne sait pas encore ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Il sait ce qui est au privé. Voilà. Si vous achetez un terrain avec un titre, c'est à vous. Très bien, tout le monde le sait. Mais si c'est un terrain, ce qu'on appelle la terras de volutas, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un terrain qui rentre dans cette catégorie-là de terrain d'État, eh bien, il y a de grandes chances qu'il ne soit à personne. Voilà. Et donc, vous pouvez vous l'accaparer. Évidemment, la mafia l'a compris depuis des années. Elle arrive avec des miliciens et ils dévastent le terrain. C'est-à-dire qu'ils expulsent les gens qui en ont l'usufruit, qui l'occupent. Hein. Voilà, la petite famille qui plante, je sais pas moi, du maïs. Ben, voilà. On les terrorise, on les expulse, on met on encercle le terrain, on entoure, hein, on fait un mur, et puis on va vers certains notaires véreux qui font l'écriture, tout simplement. Ça explique largement la dévastation environnementale au Brésil. Parce que le type qui va appeler la mafia, payer les voyous pour faire tout ce travail-là de terrorisme, d'expulser les gens, de mettre toute cette viabilisation, payer les notaires véreux, ce type-là, il veut un retour sur investissement. Et la forêt ne rapporte rien. La forêt, il faut la conserver. Ça ne rapporte rien. Ce qui rapporte, c'est de dévaster la forêt. Voilà. Voilà encore un point qui n'est pas de gauche, donc il n'est pas dans l'agenda, mais qui est un point essentiel. Si on veut vraiment défendre l'Amazonie, le Pantanal, tout ce qui tient debout au Brésil, si on veut défendre la forêt brésilienne, parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie et le Pantanal, il y a plein de forêts au Brésil qui méritent d'être de forêts ou d'écosystèmes, hein, qui méritent d'être défendus, sachant que le Brésil et l'Arabie Saoudite de l'eau. Hein. L'eau potable de demain, elle est ici. Hein. Ici, il y a plein d'eau, mais elle vient grâce à ce système-là, à ces forêts-là, ces écosystèmes-là qu'il faut défendre. Donc, si on veut régler le problème, c'est ça, hein, il faut regarder ce problème-là de grillage, c'est le terme en portugais, ce problème-là d'accaparation de terre. Problème immense, immense. Voilà, tout cela est bien entendu, comment dirais-je, il est passé sous silence. Hein. La société civile ne va pas se rabaisser à des questions d'écriture comptable, conservation foncière. Elle ne va pas, ça se fait pas, engueuler la mafia, parce que la mafia, elle sait se défendre. Hein. C'est pas Bolsonaro ou vous et moi qui ne sont pas défendus. Hein. La mafia, elle sait se venger, elle a la mémoire longue. Voilà. C'est plus facile de tisser la légende noire du Brésil, la légende noire de Bolsonaro, mais on ne règle pas les problèmes. On ne règle pas le problème. Alors, bon, il faut bien savoir que cette légende noire de Bolsonaro, c'est une manipulation. C'est une manipulation parce que c'est l'agenda de la gauche brésilienne, en fait. C'est-à-dire que les grands médias français qui répètent bêtement ces éléments de langage anti-Bolsonaro sans vérifier, comme je viens de le faire devant vous, enfin je ne l'ai même pas fait, j'ai juste survolé les problèmes, on fait une vidéo, on n'écrit pas un essai. Ces gens-là qui transmettent ces éléments de langage au public français, ils servent l'agenda de la gauche brésilienne. Ce sont les idéologies de la gauche brésilienne qui n'a pas fait grand-chose non plus pour régler les problèmes d'Amazonie ou de la dévastation environnementale brésilienne. Il ne faut pas être grand clair pour s'en rendre compte. Il y a aujourd'hui une guerre politique au Brésil entre la gauche, l'une des pires gauches du monde, qui est la gauche brésilienne, et une certaine droite brésilienne qui veut gouverner son pays. C'est le droit à l'alternance. L'enjeu au Brésil aujourd'hui, c'est le droit à l'alternance. La question de fond au Brésil, ce n'est pas le fascisme, l'extrême droite, la dictature, ça
Ça, c'est des sornettes pour les journalistes français. La question de fond aujourd'hui, est-ce que le Brésil a droit à l'alternance? Est-ce qu'on peut avoir la gauche à la présidence, suivi de la droite une autre fois, et ensuite redonner le pouvoir à la gauche? C'est ça la question. Parce que depuis 1988, depuis le retour du Brésil à la démocratie, après une dictature militaire qui a duré grosso modo 20-25 ans, c'est toujours la gauche qui est au pouvoir. C'est la gauche social-démocrate, ou bien la gauche communiste du parti de M. Lula et de Mme Dilma Rousseff. Ces gens-là ne veulent pas donner le pouvoir à quelqu'un qui est de droite. Donc, ils tissent une légende noire à ce monsieur-là, et on dit, voilà, c'est le fascisme, c'est Hitler, c'est je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Deuxième manipulation, c'est que nous, les Occidentaux, on se ment à nous-mêmes. À force de cracher sur Bolsonaro et de dire qu'il dévaste l'Amazonie, le Pantanal, eh bien, ça nous permet au fait de nous sentir plus légers, quoi, de laver notre conscience et de réaffirmer notre supériorité morale par rapport à ces Latinos, à ces Brésiliens, sauvages, mal éduqués, qui ont osé voter à droite. C'est ça, au fait, parce que nous, les Occidentaux, nous sommes en pleine décadence. Et la décadence, ça fait mal. Même aux aveugles, même les aveugles aujourd'hui savent qu'il y a un problème en Occident. Eh bien, c'est difficile de se remettre en cause. Alors on crache sur plus faible que soi. Et sachant qu'il n'y a aucune réaction possible de la part de Bolsonaro, je dis, c'est pas la mafia qui va se venger, ni un islamiste qui va vous péter la gueule. Alors, c'est vrai, nous sommes en décadence. C'est que nous sommes même plus légitimes pour critiquer Bolsonaro. Je veux dire, nous disons qu'il n'est pas démocrate, mais est-ce que nous sommes encore en démocratie? En France, par exemple, quand vous voyez la pression idéologique qu'il y a en France, le conformisme idéologique qu'il y a sur les chaînes du service public, ou même dans les médias privés, vous voyez que la parole de droite est à peine tolérée, vous voyez qu'il n'y a pas un journal de droite aujourd'hui en France qui est digne de ce nom, quand vous voyez que quand il n'y a pas un éditeur aujourd'hui, un grand éditeur qui soit de droite, quand vous voyez que 35% des Français n'ont pas le droit à la représentation au Parlement, ou à la limite ils font élire une poignée de députés dont le nombre n'est pas en corrélation avec le nombre des suffrages. Quand vous voyez ce que c'est que le droit de la victime aujourd'hui en France, c'est-à-dire la victime aujourd'hui c'est la risée du système pénal, juridique. On bichonne le voyou et on se fout de la gueule de la victime. Quand vous voyez ce qui se passe dans les prisons françaises, qui sont une insulte aux droits de l'homme, on ne peut pas dire que la France est une démocratie quand vous voyez le délabrement des prisons françaises et l'arbitraire qui est maintenu par les caïds et tout ce que la terre compte de marginaux et de violents et de psychopathes. Voilà, donc sommes-nous encore en démocratie quand les grands sujets ne sont pas soumis au vote? Je veux dire, le futur de l'Union européenne n'est pas soumis au vote des Français. Je veux dire. Les Français n'ont plus rien à dire sur l'Europe. Depuis quoi? Depuis 2005. Est-ce que nous sommes encore en démocratie en France? Et je pourrais vous filer le raisonnement à l'infini, dire plus en démocratie en France. Évidemment, on n'est pas encore en dictature. Et ouais, la démocratie française est moins riche, moins intense, moins réelle qu'il y a juste 20 ans. Enfin, rendez-vous quand même dans les universités françaises, je veux dire, pour voir la chape de plomb qu'il y a. Il n'y a plus de diversité. On nous rabat les oreilles avec la diversité, mais il n'y a plus de diversité, en fait, il n'y a plus de pluralité. Tout le monde pense pareil. Vous prenez le discours des grandes entreprises, du patronat, le discours des syndicats, le discours des partis politiques, le discours des médias, le discours de la classe artistique, c'est la même chose, grosso modo. Il y a un petit débat, une petite polémique entre deux nuances, mais la structure est la même. Enfin, quand même, regardez, vous pouvez plus, pour faire un film aujourd'hui en France, il faut cocher les cases, diversité, comment dirais-je, LGBT, cracher sur la France, haine de la France, quand même, est-ce que nous sommes encore en démocratie? Aller voter une fois tous les 5 ans, c'est pas la démocratie. Surtout quand le vote est joué d'avance. Je veux dire, maintenant en France, l'élection, elle est à un tour. C'est-à-dire qui arrive face à Marine Le Pen au premier tour. Voilà. Donc, sommes-nous encore légitimes en France, mais on pourrait faire le même raisonnement dans pas mal de pays d'Europe de l'Ouest, pour critiquer le Brésil avec cette morgue
ce mépris de classe, j'allais dire, ou de race, pour dire ces Brésiliens, vous ne comprenez rien, vous ne méritez pas de gérer l'Amazonie, on va vous la prendre, comme a dit M. Macron, il a dit il faut internationaliser l'Amazonie. Encore une fois, moi je ne suis pas d'accord avec M. Bolsonaro sur l'essentiel de sa politique environnementale. Je pense qu'il se trompe lourdement au niveau de l'environnement, mais pas pour les mêmes raisons que... Enfin, mes critiques à Bolsonaro sur l'environnement ne sont pas du tout les mêmes que celles que font les ONG et les bien-pensants français. Nous arrivons à la limite à la même conclusion, que Bolsonaro se trompe lourdement au niveau de l'environnement, mais je ne préconise pas la même chose que ces gens-là. Moi, je préconise le réarmement de l'État brésilien, une amélioration de la gouvernance de l'État brésilien, une véritable politique de lutte contre la mafia brésilienne et transnationale, notamment la mafia latino-américaine. Je ne donne pas les noms ici pour pas être trop long. C'est ça que je demande. Je demande un plan Marshall pour l'Amazonie, où les habitants de l'Amazonie, qu'ils soient indiens ou blancs ou noirs ou je ne sais bien d'ailleurs, qu'ils soient réarmés d'un point de vue cognitif pour qu'ils produisent des brevets, des technologies qui puissent enfin exprimer le potentiel de l'Amazonie. Le grand drame de l'Amazonie, c'est qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Il y a de l'eau, mais on n'arrive pas encore à le vendre comme une commodité, hein, pour l'instant, ça viendra, l'eau potable. Mais il y a des plantes qui sont le futur de la médecine. Le futur de la médecine, c'est pas dans la chimie. Ça ne se passe pas dans les laboratoires européens, ça se passera ici, en Amérique latine. Dans l'Amazonie colombienne, l'Amazonie brésilienne, bolivienne, péruvienne, vénézuélienne, française, bien d'autres. Mais le problème, c'est qu'il faut travailler, il faut phosphorer pour transformer ces plantes-là, ces extraits-là, ces éléments en remèdes, en médicaments. Et les gens qui habitent aujourd'hui en Amazonie ne sont pas capables de le faire, ils n'ont pas le niveau, voilà. Donc il faut créer une Silicon Valley, on va dire une Green Valley, autour de cette pharmacologie. Je pense que c'est le terme qu'on utilise, la pharmacologie. C'est ça qu'il faut faire. Et non pas tisser la légende noire de Bolsonaro pour permettre le retour demain d'un ersatz, d'un avatar de Lula ou de Dilma Rousseff. Ça ne devrait pas intéresser la France. Ce qui devrait intéresser la France, c'est la biodiversité. C'est la biodiversité, c'est la révolution de demain au niveau de la médecine, et c'est sa frontière avec le Brésil. Je veux dire, on est en train de taper, quand même, regardez le génie français, on est en train de taper sur un des rares présidents brésiliens qui veut maintenir la sécurité de l'Amazonie, qui veut empêcher les infiltrations en Guyane. Voilà, ça me rappelle ce qu'on a fait en Syrie. On a joué le jeu de Al-Qaïda et des terroristes, financés par nos amis du Moyen-Orient. Ça me rappelle ce qu'on a fait en Libye. On a détruit la Libye pour y mettre Daesh et Al-Qaïda. Ça me rappelle ce qu'on fait éventuellement, même aujourd'hui, en Méditerranée orientale, où par nos lâchetés, nous avons permis à Erdogan de se comporter là-bas comme un sultan. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter contre Erdogan en se fâchant avec Poutine. Le seul type qui est capable d'intimider un peu Erdogan, qui parle son langage, c'est Poutine dans la région. Sinon, vous faites la guerre à Poutine, mais la France n'est pas prête à faire la guerre à Poutine, ni l'Union européenne, encore moins. La vraie politique pour endiguer Erdogan, c'est ça. Or, nous laissons, nous combattons nos alliés. Alors, quelqu'un pour qui soit votre allié, il ne faut pas qu'il soit comme vous. Un allié, c'est pas un semblable. Poutine ou Bolsonaro n'a pas besoin d'être votre semblable. Vous pouvez avoir des grandes divergences avec lui. Mais un allié, c'est d'abord quelqu'un qui ne vous tire pas dessus. Poutine ne tire pas sur la France, sur les intérêts français. Bolsonaro non plus. Ben, c'est déjà un bon début. Hein. Moi, je préfère faire confiance à ces gens-là et travailler avec eux d'homme à homme, d'égal à égal, hein, que d'embrasser la barbichette aux terroristes qu'on a installés en Syrie, qu'on a installés en Libye ou ailleurs. Voilà. Bon, il est temps de conclure. Je vous remercie de votre patience et de votre curiosité. Si vous avez suivi cette vidéo sur le Brésil, c'est que vous en avez marre du corona et que vous voulez éventuellement vous aérer l'esprit. N'hésitez pas à partager cette parole qui, évidemment, n'a pas droit de citer dans les médias de propagande ou même les médias, disons, officiels. Je ne dis pas que tous les médias sont mauvais, je dis juste que, ou de propagande, je dis juste que il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir un discours mesuré. J'espère que le mien est mesuré, équilibré par rapport au Brésil, comme sur tous les sujets. On est normalement dans le blanc et le noir. On est pour ou contre. Eh bien non, la vie est complexe. Elle est belle et complexe. Merci, à la prochaine. Au revoir.